Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être là pour ce webinaire. Donc, il va durer 1 heure. Comme on a dit dans le chat, on va également l'enregistrer et vous l'envoyer après. Donc, pendant cette heure, on va vous montrer comment on peut mettre en place une stratégie de lean nurturing avec le CRM HubSpot. Alors, pourquoi? Petite minute. Mince, c'est parce que le son ne fonctionne pas. Oui, non, le mec s'est baissé à l'instant. Ok. Donc, a priori, bien, au cas où, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des petits soucis techniques directement dans le chat, histoire qu'on revoie nos paramétrages. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Donc, pourquoi mettre en place une stratégie de lean nurturing? Aujourd'hui, on estime que dans les entreprises où le lean nurturing a été mis en place de manière efficace, il peut générer plus de 50% de ventes avec une diminution de 33% des coûts. Donc ça, c'est une étude, InVesp, que vous pourrez retrouver. On vous a mis directement dans le cœur de cette présentation qu'on vous enverra également. Des petits pictogrammes info en bas à droite où vous pourrez cliquer pour retrouver la source de ce qu'on dit. Donc cet atelier, on l'a voulu, enfin ce webinaire, on l'a voulu à la fois théorique et pratique pour qu'on revienne donc sur les grands concepts, pour vous donner des conseils pour construire cette stratégie, votre stratégie, et surtout pour vous montrer comment on peut la mettre en place avec des outils comme HubSpot et le Hub Marketing Pro. Donc, pour commencer, on va se présenter rapidement. Je m'appelle Clémence, je suis chef de projet chez MyDigi Company. Et chez MyDigi Company, on s'occupe d'accompagner des entreprises à structurer et mettre en place leur stratégie digitale, marketing et autres. Donc, je suis aussi accompagnée de Laura, qui est directrice de projet chez MyDigi Company. Et nous allons donc toutes les deux animer ce webinaire. Et vous pouvez voir qu'il y a aussi quelques autres personnes qui sont présentes avec nous, dont Nat, qui est derrière notre directeur de production, qui va s'occuper de répondre à toutes vos questions posées dans le chat. Et Raphaël, qui nous rejoint en visio, qui est Senior Channel Account Manager chez HubSpot et qui sera aussi disponible pour répondre à toutes vos questions dans le chat et à la fin de cette petite présentation. Nous ferons une séquence de questions-réponses. Je vais donc vous demander également de vous présenter dans le chat. Donc, vous pouvez nous donner nom, prénom, voilà, votre poste, ce que vous recherchez dans ce webinaire. Vous allez également avoir un petit sondage qui va apparaître. Vous voyez la petite bulle ici dans la présentation veut dire qu'un sondage va apparaître sur votre page et vous pourrez répondre. C'est concernant voilà, votre niveau de connaissance sur HubSpot. C'est parti. Alors, on va revenir pendant que vous remplissez ce petit sondage sur une petite présentation de comment sera articulée cette heure de webinaire. Donc, après une petite introduction qu'on vient de faire, on va rentrer directement dans le vif du sujet et donc on va voir comment on peut segmenter ces prospects. Segmenter, c'est-à-dire les diviser. Une fois qu'on les aura divisés, on va pouvoir du coup les qualifier et leur attribuer une note grâce à ce qu'on appelle sur HubSpot et en marketing le lead scoring. Une fois qu'on aura pu donner des notes à chacun de nos prospects, on verra comment on peut du coup automatiser des actions pour nourrir nos prospects. Et enfin, en fin de webinaire, on accordera 10-15 minutes pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas pendant toute la durée du webinaire à poser vos questions en direct sur le chat. On y consacrera un peu de temps enfin.
Donc, on va passer maintenant à la définition du lean nurturing. Alors déjà, est-ce que tout le monde sait ici ce que c'est et quel est son rôle? Là encore, il y a un petit sondage qui va s'afficher directement sur votre fenêtre Teams pour pouvoir recueillir un petit peu votre niveau de connaissance du lean nurturing. Pour le comprendre ensemble, puisque c'est ça l'objectif du webinaire, on va revenir d'abord, dans un premier temps, sur quelques concepts clés. Donc, pas d'inquiétude, après quelques définitions, ça va devenir de plus en plus concret et on va passer à des démonstrations sur l'outil. Donc, pour du lead nurturing, il nous faut d'abord un outil et l'outil indispensable pour le lead nurturing, c'est un CRM. Et un CRM comme HubSpot, c'est un outil qui va permettre de à la fois gérer tous les contacts de l'entreprise, de votre entreprise, de centraliser l'ensemble des données pour ainsi, in fine, optimiser la relation client et la relation commerciale. On a vu l'outil, le CRM. Maintenant, on va passer à la philosophie. La philosophie, c'est l'inbound marketing. L'inbound marketing repose en fait sur une stratégie de contenu et d'actions qui vont être ciblées et qui vont permettre qui ont pour but de positionner votre entreprise comme une experte dans son domaine. Donc, comment ça fonctionne? La philosophie de l'inbound marketing, le principe, c'est d'attirer une audience, donc d'attirer des prospects, d'interagir avec eux, les prospects qui peuvent également être appelés des leads, pour ainsi conclure une relation et transformer ces leads en clients qu'on va ensuite fidéliser pendant toute la durée. Donc, comme vous le voyez, c'est un cycle, c'est une progression logique d'actions qui vont être continues et de différentes techniques qu'on va pouvoir mettre en place pour justement continuer ce cycle et le faire vivre, comme par exemple le marketing automation, le blogging, les campagnes emailing, mais aussi par exemple les campagnes publicitaires. Revenons maintenant sur la définition du lead nurturing. Le lead nurturing, en fait, il a pour objectif de faire progresser vos prospects, vos contacts dans ce qu'on appelle l'entonnoir de conversion. Donc, comment? Grâce à plein d'actions qui vont être diverses, grâce à des contenus qualitatifs qui vont permettre d'apporter des informations pertinentes pour vos prospects, qui vont permettre du coup de les nourrir et petit à petit de créer et d'entretenir une relation de confiance. On peut déclencher des actions de lead nurturing à plusieurs moments clés qu'on détermine en amont. Donc, par exemple, si mon prospect télécharge un contenu, si un autre prospect demande un essai ou une démonstration sur la solution que je propose, si encore un autre a consulté plusieurs articles de mon blog sur le même sujet. Ou enfin, si je constate, grâce à mon super outil qui est mon CRM, qu'un prospect qui était plutôt actif, qui venait régulièrement sur mon site internet, qui consultait des contenus, qui téléchargeait des contenus, et tout d'un coup, et depuis quelques semaines, devenu inactif. Ça peut être une opportunité pour mettre en place une action lead nurturing. Donc, pour déterminer ces différents moments clés, il faut étudier donc le parcours client de mes prospects, ou plutôt les parcours clients, puisqu'on va parler maintenant persona. Donc, selon qui ils sont, où ils travaillent, ce qu'ils veulent, vos clients et vos futurs clients ne vont pas avoir ni les mêmes pratiques, ni les mêmes parcours. Par exemple, on va partir sur un exemple concret. Parlons de Dominique. Donc, Dominique, il ne connaît pas votre offre. Lui, il a besoin de se renseigner, il a besoin d'être rassuré. Et avant d'aller plus loin avec vous, il va préférer télécharger, par exemple, un livre blanc, consulter des articles pertinents sur le blog, des articles qui vont être en réponse à ses préoccupations. Charline, quant à elle, c'est une opérationnelle. Elle a besoin surtout d'informations qui vont être pratiques, d'informations qui vont être techniques. Elle va être plutôt sensible à une démonstration, par exemple. Enfin, Victor, lui, il sait déjà ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est une offre qui va être complète à un tarif intéressant. Donc voilà, on a trois types de besoins différents selon trois types de personnes.
Et je vais peut-être en attrister quelques-uns, mais Charline, Dominique, Victor, en fait, n'existent pas. Ce sont des personas, c'est-à-dire des personnages fictifs qui incarnent les différents profils de nos clients et qui ont chacun leurs aspirations, leurs objectifs et leurs craintes. Donc, dresser le portrait de ces personas, c'est une étape essentielle et c'est la première étape en fait d'une stratégie d'inbound marketing et plus spécifiquement par rapport au sujet qui nous intéresse, d'une stratégie de lead nurturing. Parce qu'elle va permettre en fait de distinguer les différentes typologies de leads, de caractériser donc les besoins concrets, les freins également, et ainsi d'identifier en amont des opportunités de communication. Après ce petit rappel théorique, on va rentrer dans le vif du sujet. Et pour ça, on va partir sur un exemple clair. Donc, on va imaginer un prospect de notre agence MyDigi Company, et ce prospect, il s'appelle Michel. Donc, Michel, il a téléchargé un des livres blancs qu'on met à disposition sur notre site internet. Et ce livre blanc, il s'appelle « Les étapes de la refonte d'un site web ». Donc, Michel, il ne connaissait pas MyDigi Company. Il est arrivé jusqu'à notre site, jusqu'à notre nom, grâce à ce livre blanc. Et ce livre blanc, il l'a trouvé grâce à une campagne publicitaire qu'on a paramétrée directement sur LinkedIn Ads. Donc, nous, pour paramétrer cette campagne sur LinkedIn, donc cette campagne publicitaire, on a déterminé un certain nombre de critères pour que cette annonce soit promue auprès de cibles qui nous semblaient être les plus pertinentes selon un nombre de critères qu'on a définis. Donc, comment ça s'est fait? En fait, Michel, de son côté, est allé sur son fil d'actualité LinkedIn et entre deux publications de ses contacts, il est tombé sur notre publicité et bingo, ça l'a intéressé. Donc, il a cliqué sur cette annonce et il est arrivé sur une landing page, donc on appelle ça aussi une page d'atterrissage. Et donc là, il est arrivé donc sur la présentation en fait de ce livre blanc, réussir sa refonte de site web en 10 étapes. En scrollant, il a eu quelques petites informations sur le contenu du livre blanc. Et puis, pour le télécharger gratuitement, il a dû remplir un petit formulaire. Ce formulaire, ça nous a permis tout de suite d'avoir un nouveau lead et un nouveau lead directement enregistré sur HubSpot. Donc, on voit ici, on est passé directement à HubSpot. On est ici sur le formulaire en question, donc le formulaire qui est lié à la landing page qu'on vient de voir. Et on est dans l'onglet soumission et on voit bien que Michel a soumis le formulaire. Donc, on a déjà quelques infos à son sujet. Donc, en voulant télécharger le livre blanc, Michel a rempli un formulaire et il a été, comme on le voit, automatiquement enregistré sur notre CRM. On va faire une petite parenthèse au sujet des campagnes publicitaires LinkedIn, mais plus globalement des campagnes publicitaires. En fait, elles sont paramétrables directement sur HubSpot. C'est juste ici, je vais vous montrer. Donc là, par exemple, on est sur une de nos campagnes et vous pouvez donc sur HubSpot directement créer vos campagnes publicitaires et visualiser en quelques clics les principaux indicateurs de performance. Alors, on ne va pas s'étendre parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais n'hésitez pas directement dans le chat à nous dire si c'est un sujet qui vous intéresse et si vous voulez qu'on en reparle à une autre occasion. On repasse maintenant au sujet du jour et on va parler segmentation, puisque vous l'avez compris, la bonne réussite d'une stratégie de lead nurturing va résider dans la connaissance de ses contacts existants, mais aussi de ses futurs contacts. Alors, ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore très bien HubSpot, c'est que sur HubSpot, les contacts, ils sont définis par un nombre variable de ce qu'on appelle des propriétés. Donc, des propriétés, c'est des champs, des caractéristiques. Donc, celles-ci, elles peuvent être définies. Il y en a par défaut, mais on peut aussi les personnaliser.
Et ces propriétés, elles vont être alimentées tout au long de la mise en place du CRM et des actions de mes contacts. Et elles peuvent être alimentées autant à la main qu'alimentées automatiquement. Et elles vont nous être utiles pour mettre en place la stratégie de lead nurturing, puisqu'il est nécessaire, en fait, pour la mettre en place, de segmenter ces contacts, c'est-à-dire de les diviser, de diviser notre base de prospects en des petits groupes d'individus qui vont avoir des similitudes. Et ça va être justement grâce aux propriétés qu'on va pouvoir le faire. Donc, parmi quelques exemples de critères de segmentation possibles, on peut citer par exemple les types d'entreprises à laquelle appartiennent mes prospects, aux personas qu'on a vu juste avant auxquels ils se réfèrent, à des critères qui vont être plutôt sociodémographiques, donc par exemple la tranche d'âge, la civilité, l'implantation géographique, ça peut être intéressant selon le type d'offre qu'on va vouloir pousser après. Et on peut aussi mettre en place, et c'est ça qui est intéressant, des critères selon les contenus, des actions en fait de mes prospects, donc les contenus qu'il a consultés, les achats qu'il aurait effectués, des comportements qu'on a détectés aussi sur le site. Est-ce qu'il a rempli un formulaire? Est-ce qu'il a abandonné un formulaire? Est-ce qu'il a cliqué sur des boutons, aussi appelés des call to action? Donc, tous ces critères, on va donc les lister et pour pouvoir segmenter en fait notre base. Et une fois qu'on a ces différents groupes qui vont être identifiés, on va pouvoir les visualiser grâce à des listes. Donc, sur HubSpot, il est possible de créer donc, des listes selon des critères, donc des propriétés qu'on a définies. Là, on va plutôt s'intéresser aux listes intelligentes. Donc, c'est en gros des listes dynamiques qui vont se mettre automatiquement à jour dès qu'un nouveau contact va remplir ou ne va plus remplir les critères qui ont été prédéfinis pour cette liste. Pour votre information, sur HubSpot, il est également possible de créer des listes qu'on appelle statiques, c'est-à-dire qu'elles vont regrouper des contacts qui remplissent les critères qu'on a prédéfinis, mais à un moment T, et ce moment T, c'est le moment où la liste est créée. Aujourd'hui, dans le cadre du lead nurturing, on va surtout s'intéresser aux listes dynamiques, puisque c'est elles, puisqu'elles s'alimentent automatiquement, qui vont nous servir. Donc, nous, on a choisi d'utiliser, dans le cas, si on revient à Michel, une liste dynamique pour segmenter l'ensemble de nos leads qui sont intéressés par notre offre site web. Et qui voilà en premier, eh bien, on voit bien, c'est notre Michel. Et rappelez-vous, donc Michel, c'est celui qui a téléchargé notre livre blanc. Donc, en téléchargeant notre livre blanc, il a été identifié comme un lead potentiel pour des actions de lead nurturing. Et on va essayer de comprendre pourquoi directement sur sa fiche contact. Donc là, je suis sur HubSpot, sur la fiche contact de mon Michel. Et ce que je vois, c'est que sur la partie gauche, vous avez un certain nombre d'informations. Toutes ces informations, elles sont paramétrables, comme ça vous semble être le plus approprié pour votre entreprise. Et il y a une propriété qui m'intéresse, qui est le type d'offre égale site web. En fait, on a paramétré le fait que à chaque fois qu'un contact téléchargeait le livre blanc, il soit associé directement à cette propriété type d'offre égale site web. Comment on a fait? Pour ça, je vais vous montrer le builder du formulaire, donc le formulaire qu'on a vu tout à l'heure sur notre landing page. Donc là, c'est la partie back-office, c'est-à-dire que cette partie-là, c'est ce qui m'a permis de paramétrer le formulaire que Michel a vu. Donc là, vous voyez les différents champs qui ont été créés, hiérarchisés, qu'on a décidé de mettre dans notre formulaire que Michel a rempli. Et tout en bas, il y a un champ avec, vous voyez, une petite étiquette champ masqué en violet. Ça, en fait, pardon, j'ai dit à HubSpot que je voulais que tous les leads qui remplissent ce formulaire soient directement attachés au type d'offre site web. Donc, Michel n'a pas vu ce champ puisqu'il est masqué, mais moi, ça m'a permis d'alimenter automatiquement la propriété sur mon CRM.
Donc, on pourrait décider de s'arrêter là et de décider que tous les leads qui sont donc dans ma liste que j'ai vue tout à l'heure par exemple, un emailing ou une seule action. Mais on ne va pas s'en contenter aujourd'hui parce que HubSpot permet d'aller beaucoup plus loin et que le lead nurturing permet d'aller beaucoup plus loin. En effet, vous le savez sûrement autant que nous, tous les leads ne se valent pas. On a souvent des contacts qui viennent via notre site, dans notre CRM et on sait que bah, voilà, ils ne sont pas tous intéressés au même niveau ou renseignés au même niveau sur nos différentes offres. Donc, selon les leviers auxquels ils seront rattachés, que ce soit la source, l'offre concernée, il va convenir d'adapter un petit peu les actions qu'on va vouloir mener auprès de ces contacts. Lorsqu'on n'a pas beaucoup de budget de marketing et peu de temps, on a tendance à générer finalement assez peu de leads que l'on va souvent les traiter directement commercialement en les rappelant, en leur envoyant des séquences de mails. Ce qui est une stratégie très intéressante, mais aussi assez peu scalable. Le jour où votre budget permet d'être augmenté, vous allez potentiellement générer plus de leads, voire beaucoup plus de leads, et vous n'aurez pas forcément le temps, ni vous, ni votre équipe commerciale, de tous les contacter par téléphone, par email. Et cela peut risquer de créer à la fois de la frustration côté contact, qui va pas forcément recevoir de réponse, et de votre côté, puisque en tant que personne de l'équipe marketing, on est toujours un peu frustré de voir qu'on peut générer des contacts qui sont laissés à l'abandon. Pour éviter ça, c'est assez important et intéressant de mettre en place une stratégie de lead nurturing. Sur un autre point, quand on n'a pas encore mis en place toutes ces stratégies, on va donc générer des leads qui sont parfois assez peu qualifiés et qui ne méritent pas forcément d'être directement contactés commercialement. Surtout que ces contacts-là ne sont pas forcément prêts aussi à recevoir un coup de téléphone ou un email de quelqu'un de chez vous. Donc ça peut être assez bloquant de leur côté. Et pour votre équipe commerciale, ils n'ont pas forcément l'envie et le temps de contacter tous ces contacts, en sachant que certains d'entre eux ne vont pas répondre ou ne seront pas qualifiés. C'est d'ailleurs un point de friction assez commun entre les équipes commerciales et les équipes marketing. Et la mise en place d'une stratégie de lead nurturing va permettre aussi d'éliminer un certain nombre de ces soucis. Donc, cette stratégie, elle va avoir pour objectif donc, de trouver des moyens de qualifier ces leads et de les travailler en augmentant leur niveau de maturité. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça sans passer justement par la case appel ou email one-to-one? Le lead scoring peut être une solution. Donc, qu'est-ce que le lead scoring? Il s'agit donc en fait de représenter la valeur d'un lead sous forme de points, tout simplement. Ce score, il va s'appuyer sur diverses caractéristiques, des informations qui sont fournies par le lead, des demandes effectuées, des interactions. Il a pour but d'aider les équipes marketing et les équipes commerciales à établir des priorités pour répondre efficacement aux différentes typologies de leads afin d'augmenter leur taux de conversion. Donc, pour simplifier, l'idée, c'est de noter vos leads notez vos leads selon leur profil et selon leurs actions. Donc, pour faire cela, il va vous falloir 3 choses: un CRM, un outil de lead scoring et une stratégie de points. Pour les 2 premiers points, c'est plutôt clair. Le CRM d'HubSpot et le Hub Marketing Pro sont de très bons outils pour mettre en place cette stratégie. Pour le 3e point, il va falloir se creuser un petit peu les méninges. Donc, comment réaliser sa stratégie de lead scoring? Avant de passer sur l'outil, il va être nécessaire de prendre une feuille, un stylo ou alors un doc Excel si vous êtes digitaux, pour définir les différents critères qui pourraient avoir une incidence sur la maturité de vos leads. Ce listing, il va être propre à chaque entreprise et chaque organisation. Il n'existe pas de modèle aujourd'hui qui va fonctionner pour tout le monde, malheureusement. Mais on va vous donner ici quelques conseils et quelques étapes à suivre pour pouvoir faire votre propre modèle de lead scoring. Donc d'abord, il va falloir lister les différents leviers de qualification de vos leads, ceux que vous utilisez même au niveau commercial pour savoir si un lead est intéressant ou non. Ça peut être tout simplement des informations du contact comme son poste, son entreprise, son comportement en ligne, son engagement par email, son engagement même sur les réseaux sociaux.
Bien sûr, il est possible que ces leviers soient différents en fonction de vos offres et en fonction de ce que vous proposez. Ensuite, il va être nécessaire de définir les points d'arrivée de vos leads, que ce soit un formulaire de contact sur votre site, un formulaire sur une landing page, un téléchargement de livre blanc, le chat, des emails entrants, etc. On commence à avoir déjà une petite hiérarchie qui se dessine d'ailleurs dans cette liste, puisqu'un contact qui va soumettre un formulaire sur le site, un formulaire de contact classique, va être certainement un peu moins intéressant et intéressé qu'un contact qui va soumettre un formulaire directement sur une landing page, sur une offre précise. De la même manière, ce contact qui aura téléchargé, enfin qui aura soumis un formulaire sur une landing page, va certainement être un peu plus mature qu'un contact qui va télécharger un livre blanc sur le même sujet, par exemple. Les sources de ces contacts vont aussi avoir une incidence sur votre score, puisqu'un contact qui vous a trouvé via, par exemple, Google Ads, il aura fait une recherche Google, il aura cliqué sur une campagne à vous. Dans ses recherches, il aura utilisé des mots-clés que vous avez sélectionnés et achetés. Donc, il sera certainement assez renseigné et mature sur le sujet, alors qu'un contact que vous aurez récupéré via la mise en avant d'un webinaire ou d'un livre blanc sur LinkedIn Ads, c'est vous qui êtes allé le chercher en fonction de ses critères démographiques et ses intérêts. Et cette personne sera certainement un peu moins mature sur sa connaissance de votre entreprise et de ses besoins. Une fois que vous aurez identifié les différents leviers et sources de leads, vous allez pouvoir définir des critères qui vont impacter positivement ou négativement le score de votre contact. Ça peut être des informations liées au contact dans le CRM. Par exemple, vous ciblez plutôt des entreprises dans le secteur de l'agroalimentaire. Si le lead est identifié comme appartenant à une entreprise dans le secteur, vous pourriez définir que cela lui ajoute, par exemple, 10 points. Mais au contraire, vous ne travaillez pas avec des professions réglementées telles que des avocats. Donc dans ce cas, vous allez définir que si l'entreprise est un cabinet d'avocats, vous allez retirer 100 points. Ça va permettre d'éliminer ce lead de votre liste de contacts qualifiés. Vous pourrez aussi utiliser des activités de ce contact pour impacter le scoring. Par exemple, les vues de pages de site. Donc ça peut être d'une landing page, d'une page produit, d'un article de blog. Le téléchargement de contenu, donc la soumission de formulaire notamment, ou même l'ouverture, la lecture ou le clic de vos emails marketing. Une fois que vous avez listé l'ensemble des critères qui, selon vous, va impacter le score, il faudra bien sûr les hiérarchiser et les noter. Vous allez avoir certains éléments qui vont peser plus dans la balance que d'autres, certains points qui vont être très importants sur lesquels vous allez mettre un score élevé, d'autres qui seront positifs sans être primordiaux, sur lesquels vous allez mettre un score un peu plus faible. Donc une fois que vous avez réalisé cette définition de votre scoring, vous allez déterminer différents niveaux de maturité en fonction du score total attribué au contact. Par exemple, mon contact a moins de 10 points, on estime qu'il n'est pas très mature, on va se contenter de lui envoyer des publicités en retargeting. S'il a entre 10 et 50 points, on va peut-être mettre en place une campagne de mise en avant d'un livre blanc avec un email où on va leur proposer de télécharger le contenu. S'il a plus de 60 points, on pourrait lui envoyer un emailing avec une offre promotionnelle sur le produit qui l'intéresse. Et si mon contact a plus de 200 points, on va décider que cela suffit pour le qualifier de SQL, c'est-à-dire de Sales Qualified Lead, ou en français, de lead qualifié par l'équipe commerciale. C'est tout simplement un lead que l'on estime prêt à être recontacté par notre équipe commerciale. On va entrer dans les détails un tout petit peu plus tard sur la mise en place de ces stratégies quand on abordera les sujets des workflows et des automatisations. Mais pour le moment, on va d'abord regarder dans l'outil comment fonctionne la partie scoring d'HubSpot. Live.
Ici, on est sur la fiche contact de Michel. Vous vous souvenez de Michel, Laura nous l'a présenté tout à l'heure. Il a téléchargé notre livre blanc sur notre site. Et quand on regarde les propriétés qui sont dans sa fiche contact, on voit ici une propriété qui s'appelle Score HubSpot. Et on voit qu'il a 80 points. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que ça a été calculé? On va aller regarder comment ça fonctionne dans le back-office de cette propriété. Donc ici, vous voyez sur mon écran, c'est le back-office qui permet de paramétrer sa propriété de scoring. Ça fonctionne de manière assez simple. On va avoir deux colonnes, une colonne positive, une colonne négative, sur lesquelles on va ajouter des critères. On va sélectionner des tranches de points et dans ces tranches de points, voilà, affecter différentes actions ou différentes informations qui vont apporter ou retirer des points au score total. Par exemple, ici, on a 30 points qui sont attribués dans le cas du téléchargement du livre blanc sur notre site web. On a aussi 50 points qui sont attribués aux contacts qui ont dans l'information type d'offre, dans la propriété type d'offre, l'information site web. En parallèle, on a 10 points qui sont attribués pour ceux qui ont l'information inbound dans cette propriété type d'offre. C'est tout simplement parce que pour nous, en ce moment, on préfère mettre en avant notre stratégie sur la partie site web plutôt que la partie inbound. Donc, on a décidé de booster un petit peu les points sur celle-ci. Mais peut-être qu'à terme, on fera l'inverse en fonction de nos priorités. Donc, on se souvient, Michel, il a 80 points d'attribués sur sa fiche. Donc, à la louche, en regardant, je pense que c'est pour, en effet, cette information de type d'offre, site web, et pour le remplissage du formulaire. C'est les deux informations qui ont augmenté son score. Mais on a aussi d'autres informations qui n'ont pas encore impacté Michel, puisque ça ne le concerne pas, notamment l'information négative de l'association d'entreprise. Chez MyDigi Company, on ne traite que des contacts B2B, donc qui sont associés à des entreprises. Si ce n'est pas le cas, on va retirer des points pour ne pas contacter ce contact par la suite. Pour suivre donc le scoring et l'avancée au niveau de mes contacts, je me suis créé une petite vue. Je vais vous la montrer, elle est ici. Ma vue qui va regrouper ma liste de contacts et leur score attribué. Donc ici, je vois bien Michel qui a 80 points. Maintenant que mon scoring est en place, je vais vouloir mettre des actions qui vont permettre de faire avancer, puisque je ne vais pas vous faire croire que mes contacts ils vont tout seuls sur mon site consulter des articles, des informations et télécharger des contenus. Un lead, ça se mérite. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'automatiser un maximum l'envoi d'informations à mes contacts en fonction de leur score. Et on va passer du coup sur la partie marketing automation. Qu'est-ce que le marketing automation? La définition est la suivante. Donc, ça désigne l'utilisation de logiciels qui ont pour but d'automatiser les opérations marketing. Les tâches répétitives comme les emails, l'activité sur les réseaux sociaux ou d'autres actions du site web doivent souvent être automatisées. Et le marketing automation va faciliter l'exécution de ces opérations. Pour les automatiser, il faut donc déjà avoir les bons outils. Mais ça ne va pas suffire, puisqu'il va falloir également concevoir et mettre en œuvre une stratégie marketing qui va amener votre prospect à maturation, notamment grâce à du contenu hautement personnalisé. Donc, ces actions, elles vont avoir pour but de contribuer à convertir les leads en leur apportant les informations importantes à leurs yeux. Comment donc automatiser son lead nurturing avec HubSpot? Ça va passer par 3 choses, les contenus, le scoring et les workflows. Pour le premier point, il faudra certainement qu'on organise un autre webinaire, mais vous allez avoir un petit aperçu de stratégies de contenu à adopter dans le cadre de ces automatisations. Pour le deuxième point, on vient d'en parler un petit peu, mais surtout là maintenant, on va voir comment on va l'articuler avec le troisième point qui est le workflow et les automatisations. Alors, petit point de définition en plus, qu'est-ce qu'un workflow? Un workflow, c'est une série d'actions de marketing programmées qui s'exécutent automatiquement dès lors que la condition que vous avez définie pour leur déclenchement est remplie.
Tout simplement, on va voir visuellement à quoi ça ressemble. C'est tout un outil d'automatisation que vous allez paramétrer selon vos besoins pour envoyer des emailing, mettre à jour des informations de votre CRM. Donc, HubSpot va vous permettre de mettre en place des automatisations, des workflows, et autant que vous voulez. Donc, bien sûr, tous ces workflows ne vont pas œuvrer vers les mêmes objectifs. Certains vont vous permettre d'assainir votre base CRM. Par exemple, vous pourriez définir que si un contact a vu 3 pages ou articles traitant d'un sujet précis, comme par exemple, dans notre cas, le site internet, cela pourra mettre à jour automatiquement la propriété type d'offre avec l'information site web. D'autres workflows vont vous permettre de réduire les tâches manuelles, ce qui est très, très important quand on n'a pas forcément beaucoup de temps. Par exemple, si un contact remplit un formulaire de demande de démo, ça pourrait automatiquement créer une transaction à l'équipe commerciale pour qu'elle pense à suivre ce contact. Ça peut aussi permettre de créer des tâches. Par exemple, vous pourriez définir que si un contact a ouvert 5 fois votre mail sans répondre, cela vous crée automatiquement une tâche de relance. Et sur un autre point, vous allez pouvoir aussi, par exemple, gérer votre service client, notamment en définissant que lorsqu'un ticket est ouvert ou qu'un ticket est en cours de traitement, cela envoie automatiquement un mail à votre contact pour le tenir au courant de l'avancée de son ticket. Mais ce n'est pas les sujets qu'on va aborder dans les détails aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aborder le dernier point qui est l'utilisation des workflows dans le cadre de notre stratégie de lean nurturing. Revenons donc à Michel, notre lead qui a téléchargé un livre blanc. Son score reste encore un peu trop faible à notre goût pour être recontacté commercialement. Donc, on va plutôt lui envoyer des petits contenus pour l'alimenter et lui donner un maximum d'informations. Ça va aussi nous permettre de récupérer un petit peu plus d'informations sur lui et sur ses préférences. Je vais vous montrer comment ça va fonctionner. Voici le builder pour les workflows. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà un petit peu cet outil, d'autres vont le découvrir. Vous allez voir que c'est un outil qui est assez riche en options, mais aussi assez schématique et visuel. Donc, voilà, ce n'est pas trop compliqué de s'y retrouver. Il faut simplement bien se poser et réfléchir à toutes les alternatives et tout ce qu'on veut faire avec. La première étape sera toujours la même, c'est de nommer votre workflow. C'est très, très important d'avoir une nomenclature, une convention de nommage pour être sûr de ne pas se perdre parce qu'au bout d'un moment, on va avoir énormément de workflows et on ne va plus forcément savoir à quoi ils servent tous. Donc, c'est important de garder ça en tête. Nous, par exemple, on a une petite nomenclature interne. Vous voyez entre crochets les mentions LN qui signifie Lead Nurturing. Ça pourrait être sur d'autres workflows, entre crochets, CRM, Sales, etc. Donc, c'est vraiment en fonction du type de workflow auquel ça correspond. Ensuite, on a mis l'information, donc site web score supérieur à 75. Donc, c'est pour tous nos contacts qui ont un score supérieur à 75 points et qui sont concernés par l'offre site web. Ça fait notre petite transition. Ici, je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir la première étape de mon workflow qui est commune à tous les workflows, c'est la définition de critères d'inscription. Donc, comme le dit le nom de mon workflow, dans mes critères d'inscription, je vais avoir 2 choses. C'est le score HubSpot qui est supérieur à 75 et le type d'offre qui est site web. Donc, tous les contacts qui ont ces 2 informations vont être inscrits dans mon workflow. Vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce que je n'ai pas plutôt mis une action comme le téléchargement du livre blanc, puisque c'est le cas de mon exemple avec Michel. En fait, nous, ce qu'on essaye de faire dans nos workflows, c'est de mutualiser un maximum d'informations et d'avoir des workflows le plus larges possible pour éviter d'avoir plein de petits workflows un peu partout en fonction de chaque action. Parce que quand on a énormément de petits workflows, on a d'autant plus de risques d'avoir un contact qui va être inscrit sur plusieurs workflows, qui va recevoir trop d'emails et qui va finalement être dégoûté de notre entreprise. Donc, en créant un seul workflow commun, on va pouvoir créer différentes branches, adapter le contenu tout de même et en ayant tout centralisé dans un seul outil.
La première étape, donc ici, lorsqu'un lead dépasse les 75 points et est attribué au type d'offre site web, ça va être de lui transmettre notre livre blanc sur la refonte de site, puisque c'est notre contenu phare, c'est celui qui a le plus d'informations vraiment croustillantes sur ce sujet. Mais il est possible que notre contact il ait déjà téléchargé ce livre blanc. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, puisque Michel, lui, a déjà téléchargé notre livre blanc à ce sujet. Donc, ce serait dommage pour lui d'être inscrit ici et de recevoir de nouveau le livre blanc. Ce ne serait pas une super expérience pour lui. Donc, la première chose que j'ai dans mon workflow, c'est une branche. Ma branche, elle va donc vérifier chez mon contact s'il a téléchargé le livre blanc ou pas. S'il ne l'a pas téléchargé, je vais suivre cette branche-ci. On va lui envoyer un mail en l'invitant à le faire avec les informations vers la landing page. Si, dans le cas de Michel, il a téléchargé mon livre blanc, je vais lui envoyer un mail qui va présenter mon agence et qui va mettre en avant des articles qui pourraient l'intéresser. Dans ce mail, on a sélectionné des articles sur des sujets assez différents. Ça va nous permettre d'identifier aussi des intérêts un peu plus précis du côté de Michel. Par exemple, ça pourrait être un article sur la refonte de site et l'optimisation SEO, un article sur le CMS d'HubSpot, quelles sont les fonctionnalités intéressantes, ou même un article plutôt branché écologie, comment créer un site web qui respecte l'environnement. Ces articles ils couvrent 3 sujets très différents et on va pouvoir analyser un peu la réaction de nos contacts à ces articles et adapter ensuite le contenu en fonction. Je fais un petit aparté. Vous voyez ici, on a une flèche qui arrive sur mon workflow. Et si je la suis, je vais voir qu'elle part d'un autre endroit dans mon workflow. Et je suis là dans ma branche de mes contacts qui avaient reçu, qui n'avaient pas téléchargé mon livre blanc et qui avaient reçu une invitation à le faire. Ces personnes-là, ils auront potentiellement ouvert mon mail, téléchargé mon livre blanc ou pas. Et dans le cas où ils n'ont pas téléchargé, moi, je veux quand même rester en contact avec eux et leur proposer des choses. Donc, j'ai envie de leur envoyer ce mail avec la présentation de l'agence et mes articles phares. Au lieu de continuer à créer cette branche et à dupliquer et avoir un workflow très compliqué, j'ai tout simplement dit à mon workflow qu'une fois que mon contact est arrivé ici dans cette branche, il va aller, hop, être envoyé dans la branche ici. Ça, c'est une fonctionnalité qui est vraiment très pratique. Ça évite, comme je disais, de dupliquer tout un tas de choses et de se perdre ensuite dans notre workflow. Revenons donc à Michel. Moi, j'aimerais savoir quel parcours est-ce qu'il aurait dans mon workflow, dans le cas où je l'inscrirais, où mon workflow serait activé et Michel ferait partie des critères d'inscription. Donc, je vais aller ici dans l'onglet Test et je vais aller chercher mon contact. Il est là, je le vois. Hop, je vais faire tester. Et ça va me permettre ici de voir quelles seraient les actions qui seraient attribuées à Michel dans ce workflow. Donc ici, on voit qu'il atteint la branche « à télécharger le livre blanc ». Il va recevoir mon email. Ça va être retardé de quelques jours puisqu'on va laisser le temps à Michel d'ouvrir mon mail et d'en faire quelque chose. Et il va rejoindre une nouvelle branche, ainsi de suite. On voit donc que Michel a téléchargé mon livre blanc, qu'on a intégré nos petits délais. Et si on reste dans l'hypothèse que Michel est intéressé par mes solutions, il a reçu mon mail, il l'a ouvert et peut-être qu'il l'a même cliqué. Vous voyez ici, j'ai même donc intégré une nouvelle branche en fonction de l'ouverture du mail, s'il a ouvert, s'il n'a pas ouvert. Donc Michel, il vient ici, j'ai ouvert le mail et il a même cliqué sur mon mail. Donc, c'est qu'il est vraiment intéressé par les informations que je lui ai présentées. On peut aussi voir qu'il a cliqué sur l'article qui présente les fonctionnalités du CMS d'HubSpot. Donc, ça m'apporte une précision en plus. Ça me montre que Michel, en plus d'être intéressé par la refonte de site, il est intéressé par le CMS d'HubSpot. Juste un petit point théorique pour ceux qui ne savent pas, un CMS, c'est un outil qui permet de créer votre site web. Vous connaîtrez certainement WordPress ou Wix qui sont des outils de cette catégorie, mais HubSpot étant un outil différent. Donc,
Michel a cliqué sur cet article et comme il l'a consulté, je décide de définir dans ses propriétés de contact que c'est son intérêt CMS et HubSpot. Ça va me permettre d'affiner encore plus ma connaissance sur ce client et de continuer à lui envoyer des informations ultra personnalisées sur ses besoins. Suite à cela, je vais lui renvoyer un email pour lui présenter précisément le CMS d'HubSpot. Je vais vérifier s'il a consulté ce mail, par exemple. Mais je me souviens aussi que on organise prochainement un webinaire sur ce sujet. Alors, je ne vous spoil pas le sujet du prochain webinaire, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Mais dans le cas de notre exemple, nous avons prévu plus tard un webinaire sur ce sujet. Et je décide que la prochaine étape dans mon workflow, ça va être d'inviter mon contact à ce webinaire, puisqu'il est intéressé par la refonte de site web, il a téléchargé mon livre blanc, il a cliqué sur mon article sur le CMS, donc je pense que c'est quelque chose qui va fortement l'intéresser. Et je vais donc l'inviter, lui envoyer un petit email pour l'inviter à ce webinaire. Et la suite de mon workflow, il peut durer encore plein d'étapes. Mais on ne va pas passer des heures dessus puisqu'on arrive bientôt à bout de notre temps ensemble. La suite, c'est que mon contact va consulter mon mail, il va cliquer dessus, il va s'inscrire à mon webinaire et je vais pouvoir ensuite continuer à refaire des branches en fonction de est-ce qu'il est inscrit, est-ce qu'il n'est pas inscrit, est-ce qu'il est venu à mon webinaire, est-ce qu'il a participé, etc. Je vais, par exemple, ici, donc s'il est inscrit et s'il est venu, décider que là, c'est bon, je pense que ce lead, il est intéressant pour mon équipe commerciale, il a répondu à plein de critères, il va être qualifié comme SQL, comme lead qualifié par l'équipe commerciale. Et à ce moment-là, ça enverra une notification à mon équipe pour qu'il soit recontacté. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé d'informations dans cette partie. Je sais que c'est un sujet qui est un petit peu complexe, mais voilà, on a essayé de vous présenter un maximum de choses intéressantes. Bien sûr, l'outil Workflow fait beaucoup plus de choses que ce que vous avez vu ici, mais vous avez déjà un petit condensé de ce qui est possible. L'outil ne manque pas de possibilités. Le meilleur moyen de s'y former, c'est de tester, c'est d'aller sur l'outil, de regarder un peu tout ce qui est possible. Vous l'aurez compris, donc notre workflow, il fonctionne main dans la main avec notre grille de scoring, puisque là, ici, on a qualifié directement notre lead comme SQL, mais il est possible qu'avec d'autres actions qu'on ait mis en avant dans notre workflow, le lead il se soit qualifié tout seul grâce à la mise en avant du scoring. Dans ce cas-là, on a défini un objectif dans notre workflow pour que le contact sorte automatiquement de cette automatisation s'il est considéré, à partir du moment où il est considéré comme SQL. Je repasse sur ma petite présentation. Et voilà, Michel, qui était un Marketing Qualified Lead, a passé ma ligne d'arrivée en tant que responsable marketing. Maintenant, il va aller passer à mon équipe commerciale. Ça, c'est un sujet pour plus tard. Qu'est-ce qu'on fera de ce lead commercialement? Donc, mis à part le paramétrage de base, vous l'avez constaté, peut être un peu chronophage. Le passage de MQL à SQL, il m'aura nécessité aucune action manuelle. Donc, sur le moyen terme, c'est un gain de temps qui est considérable. Je vais pouvoir partir plus souvent en vacances, peut-être, ou alors créer davantage de contenu et de workflow suivant mon humeur. Voilà, on a fait le tour de ce qu'on voulait voir aujourd'hui. On va donc pouvoir passer aux questions-réponses. Oui, merci à tous pour votre attention. Alors, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Je ne sais pas si on entend. qui ont été répondus, donc j'invite les nombreuses personnes présentes à nous adresser leurs questions. On avait eu... on ne t'entend pas. Oui, on a répondu à pas mal de questions dans le chat directement. Mais si vous avez des questions supplémentaires sur lesquelles vous voulez qu'on traite à l'oral, n'hésitez pas à nous les envoyer dans le chat. On est à l'écoute. J'ai répondu, mais on a eu une question d'Antoine qui nous demandait s'il y avait des modèles pour définir des scorings. Tu as un peu répondu, mais on peut revenir là-dessus. S'il y a des grilles toutes faites, ce qui n'est pas le cas, Okay. limite, vous pouvez en
Donc, la question était sur les modèles, s'il existait des modèles. Donc non, il n'existe pas vraiment de modèle prédéfini qui correspond à toutes les entreprises. Mais après, voilà, il est possible d'en trouver par-ci par-là, mais il faudra forcément les adapter à vos besoins. Je pense que c'est assez clair. Après, sur l'outil la partie HubSpot modèle. permet aussi de facilement construire son propre modèle de scoring en faisant, comme on a vu un petit peu tout à l'heure, lisser les propriétés qui nous intéressent et leur attribuer des notes. Donc, c'est quelque chose qui se réfléchit par rapport à votre entreprise et qui peut se construire très facilement. D'autres questions? J'ai pas l'impression. Eh bien, si on n'a pas d'autres questions, on va vous laisser aller déjeuner. C'est peut-être pour ça aussi. Ouais. Merci beaucoup pour vos écoutes, pour vos quelques questions en direct. On espère que que ce webinaire a été instructif. On a bien l'intention d'en refaire d'autres. On espère que ça vous a donné pour aujourd'hui l'envie de construire et de qualifier, si vous en avez déjà une stratégie de lean nurturing. Donc nous, MyDigi Company, on est une agence HubSpot. On peut également vous accompagner, qu'il s'agisse de lean nurturing, de stratégie de contenu, de site web ou de fonctionnalités autres sur HubSpot. Donc, si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous le dire directement dans le chat. On vous enverra, comme on l'a dit au début, ce support. Sur ce support, vous pourrez retrouver notamment tous les liens qu'on vous met dans les petites bulles oranges qui sont en bas. Et on vous a mis celle du milieu avec le petit Picto Play. En fait, c'est un lien vers notre dernier webinaire qui portait sur plutôt la prospection commerciale. Donc, c'est une autre thématique et d'autres fonctionnalités d'HubSpot que vous pourrez retrouver en replay. Voilà, on reste à disposition. Donc, merci encore une fois d'avoir été présents aussi nombreux et n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez des questions, si vous avez des besoins et si vous avez envie d'échanger avec nous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.